Le jour suivant, elle revit le duc de Guise chez la reine, mais il ne l'aborda pas, et se contenta de sortir un peu après elle, pour lui faire voir qu'il n'y avait que faire quand elle n'y était pas. Et il ne se passait point de jour sans qu'elle ne reçût mille marques cachées de la passion de ce duc, sans qu'il essayât de lui parler que lorsqu'il ne pouvait être vu de personne. Malgré toutes ces belles résolutions qu'elle avait faites à Champigny, elle commença à être persuadée de sa passion, et à sentir, dans le fond de son cœur, quelque chose de ce qui avait été autrefois. Le duc d'Anjou, de son côté, qui n'oubliait rien pour lui témoigner sa passion en tous les lieux où il la pouvait voir, et qui la suivait continuellement chez la reine sa mère et la princesse sa sœur, en était traité avec une rigueur étrange, et capable de guérir toute autre passion que la sienne. On découvrit en ce temps-là que madame, qui fut depuis reine de Navarre, avait quelque attachement pour le duc de Guise, et ce qui le fit éclater davantage, ce fut le refroidissement qui parut du duc d'Anjou pour le duc de Guise. La princesse de Montpensier apprit cette nouvelle qui ne lui fut pas indifférente, et qui lui fit sentir qu'elle prenait plus d'intérêt au duc de Guise qu'elle ne pensait. Monsieur de Montpensier, son beau-père, épousant alors mademoiselle de Guise, sœur de ce duc, elle était contrainte de le voir souvent dans les lieux où les cérémonies des noces les appelaient l'un et l'autre. La princesse de Montpensier, ne pouvant souffrir qu'un homme que toute la France croyait amoureux de madame, osa lui dire qu'il l'était d'elle, et se sentant offensée et quasi affligée de s'être trompée elle-même, un jour que le duc de Guise la rencontrait chez sa sœur, un peu éloignée des autres, et qu'il lui voulut parler de sa passion, elle l'interrompit brusquement et lui dit d'un ton qui marquait sa colère: « Je ne comprends pas qu'il faille, sur le fondement d'une faiblesse dont on a été capable à 13 ans, avoir l'audace de faire l'amoureux d'une personne comme moi, et surtout quand on l'est d'une autre, au-dessus de toute la cour. » Le duc de Guise, qui avait beaucoup d'esprit et qui était fort amoureux, n'eut besoin de consulter personne pour entendre tout ce que signifiaient les paroles de la princesse. Il lui répondit avec beaucoup de respect: « J'avoue, madame, que j'ai eu tort de ne pas mépriser l'honneur d'être beau-frère de mon roi, plutôt que de vous laisser soupçonner un moment que je pourrais désirer un autre cœur que le vôtre. Mais si vous voulez me faire la grâce de m'écouter, je suis assurée de me justifier auprès de vous. » La princesse de Montpensier ne répondit point, mais elle ne s'éloigna pas, et le duc de Guise, voyant qu'elle lui donnait l'audience qu'il souhaitait, lui apprit que, sans s'être attiré les bonnes grâces de madame par aucun soin, elle l'en avait honoré, que, n'ayant nulle passion pour elle, il avait très mal répondu à l'honneur qu'elle lui faisait, jusqu'à ce qu'elle lui eût donné quelque espérance de l'épouser. Qu'à la vérité, la grandeur où ce mariage pouvait l'élever l'avait obligé de lui rendre plus de devoirs, et que c'était ce qui avait donné lieu aux soupçons qu'avaient eu le roi et le duc d'Anjou. Que la disgrâce de l'un ni de l'autre ne le dissuadait pas de son dessein, mais que, s'il lui déplaisait, il l'abandonnait dès l'heure même pour n'y penser de sa vie. Le sacrifice que le duc de Guise faisait à la princesse lui fit oublier toute la rigueur et toute la colère avec laquelle elle avait commencé à lui parler. Elle commença à raisonner avec lui de la faiblesse qu'avait eue madame de l'aimer la première, de l'avantage considérable qu'il recevrait en l'épousant. Enfin, sans rien dire d'obligeant au duc de Guise, elle lui fit revoir 1000 choses agréables qu'il avait trouvées autrefois en mademoiselle de Mézières. Quoiqu'ils ne se fussent point parlé depuis si longtemps, ils se trouvèrent pourtant accoutumés ensemble, et leurs cœurs se remirent aisément dans un chemin qui ne leur était pas inconnu. Ils finirent enfin cette conversation, qui laissa une sensible joie dans l'esprit du duc de Guise. La princesse n'en eut pas une petite de connaître qu'il l'aimait véritablement, mais, quand elle fut dans son cabinet, quelle réflexion ne fit-elle point sur la honte de s'être laissée fléchir si aisément aux excuses du duc de Guise, sur l'embarras où elle s'allait plonger en s'engageant dans une chose qu'elle avait regardée avec tant d'horreur, et sur les effroyables malheurs où la jalousie de son mari la pouvait jeter. Ces pensées lui firent faire de nouvelles résolutions, qui s'y dissipèrent dès le lendemain par la vue du duc de Guise. Il ne manquait point de lui rendre un compte exact de ce qui se passait entre madame et lui, et la nouvelle alliance de leur maison leur donnait plusieurs occasions de se parler.
Mais il n'avait pas peu de peine à la guérir de la jalousie que lui donnait la beauté de madame, contre laquelle il n'y avait point de serment qui la pût rassurer. Et cette jalousie lui servait à défendre plus opiniâtrement le reste de son cœur contre les soins du duc de Guise, qui en avait déjà gagné la plus grande partie. Le mariage du roi avec la fille de l'empereur Maximilien remplit la cour de fêtes et de réjouissances. Le roi fit un ballet où dansaient madame et toutes les princesses. La princesse de Montpensier pouvait seule lui disputer le prix de la beauté. Le duc d'Anjou dansait une entrée de mort, et le duc de Guise, avec 4 autres, était de son entrée. Leurs habits étaient tous pareils, comme ont accoutumé de l'être les habits de ceux qui dansent une même entrée. La première fois que le ballet se dansa, le duc de Guise, devant que de danser et n'ayant pas encore son masque, dit quelques mots en passant à la princesse de Montpensier. Elle s'aperçut bien que le prince son mari y avait pris garde, ce qui la mit en inquiétude, et, toute troublée, quelque temps après, voyant le duc d'Anjou avec son masque et son ami de mort qui venait pour lui parler, elle crut que ce n'était encore le duc de Guise, et s'approchant de lui, « N'ayez des yeux ce soir que pour madame, lui disait-elle. Je n'en serai point jalouse, je vous l'ordonne. On m'observe, ne m'approchez plus. » Elle se retira sitôt qu'elle eut achevé ces paroles, et le duc d'Anjou en demeura accablé, comme d'un coup de tonnerre. Il vit dans ce moment qu'il avait un rival aimé. Il comprit par le nom de madame que ce rival était le duc de Guise, et il ne put douter que la princesse sa sœur ne fût le sacrifice qui avait rendu la princesse de Montpensier favorable aux vœux de son rival. La jalousie, le dépit et la rage se joignant à la haine qu'il avait déjà pour lui, firent dans son âme tout ce qu'on peut imaginer de plus violent. Et il eût donné sur l'heure quelques marques sanglantes de son désespoir, si la dissimulation qui lui était naturelle ne fût venue à son secours, et ne l'eût obligé, par des raisons puissantes, en l'état qu'étaient les choses, à ne rien entreprendre contre le duc de Guise. Il ne put toutefois se refuser le plaisir de lui apprendre qu'il savait les secrets de son amour, et, l'abordant en sortant de la salle où l'on avait dansé, « C'est trop, lui dit-il, d'oser lever les yeux jusqu'à ma sœur et de m'ôter ma maîtresse. La considération du roi m'empêche d'éclater, mais souvenez-vous que la perte de votre vie sera peut-être la moindre chose dont je punirai quelque jour votre témérité. » La fierté du duc de Guise n'était pas accoutumée à de telles menaces. Il ne put néanmoins y répondre, parce que le roi, qui sortait en ce moment, les appela tous deux. Mais elles gravèrent dans son cœur un désir de vengeance qu'il travailla toute sa vie à satisfaire. Dès le même soir, le duc d'Anjou lui rendit toutes sortes de mauvais offices auprès du roi. Il lui persuada que jamais madame ne consentirait à son mariage, que l'on proposait alors avec le roi de Navarre, tant que l'on souffrirait que le duc de Guise l'approchât, et qu'il était honteux que ce duc, pour satisfaire sa vanité, apportât de l'obstacle à une chose qui devait donner la paix à la France. Le roi avait déjà assez d'aigreur contre le duc de Guise, et ce discours l'augmenta si fort que le lendemain, le roi, voyant ce duc qui se présentait pour entrer au bal chez la reine, paré d'un nombre infini de pierreries, mais plus paré encore de sa bonne mine, il se mit à l'entrée de la porte, et lui demanda brusquement où il allait. Le duc, sans s'étonner, lui dit qu'il venait pour lui rendre ses très humbles services. À quoi le roi répliqua qu'il n'avait pas besoin de ceux qui lui rendaient, et se tourna sans le regarder. Le duc de Guise ne laissa pas d'entrer dans la salle, outré dans le cœur, et contre le roi, et contre le duc d'Anjou. Mais sa douleur augmenta sa fierté naturelle, et par une marque de dépit, il s'approcha beaucoup plus de madame qu'il n'avait accoutumé, joint que ce que lui avait dit le duc d'Anjou de la princesse de Montpensier l'empêchait de jeter les yeux sur elle. Le duc d'Anjou les observait soigneusement l'un et l'autre, et les yeux de cette princesse laissaient voir malgré elle quelque chagrin lorsque le duc de Guise parlait à madame. Le duc d'Anjou, qui avait compris par ce qu'elle lui avait dit en le prenant pour le duc, qu'elle en avait de la jalousie, espéra de les brouiller, et, se mettant auprès d'elle, « C'est pour votre intérêt, plutôt que pour le mien, madame, lui dit-il, que je m'en vais vous apprendre que le duc de Guise ne mérite pas que vous l'ayez choisi à mon préjudice. Ne m'interrompez point.
je vous prie, pour me dire le contraire d'une vérité que je ne sais que trop. Il vous trompe, madame, et vous sacrifie à ma sœur, comme il vous la sacrifie. C'est un homme qui n'est capable que d'ambition, mais puisqu'il a eu le bonheur de vous plaire, c'est assez. Je ne m'opposerai point à une fortune que je méritais sans doute mieux que lui, mais je m'en rendrai indigne si je m'opiniâtrais davantage à la conquête d'un cœur qu'un autre possède. C'est trop, de n'avoir pu attirer que votre indifférence. Je ne veux pas y faire succéder la haine en vous importunant plus longtemps de la plus fidèle passion qui fut jamais. Le duc d'Anjou, qui était effectivement touché d'amour et de douleur, put à peine achever ses paroles, et quoiqu'il eût commencé son discours dans un esprit de dépit et de vengeance, il s'attendrit en considérant la beauté de cette princesse et la perte qu'il faisait en perdant l'espérance d'en être aimé. De sorte que, sans attendre sa réponse, il sortit du bal, feignant de se trouver mal, et s'en alla chez lui rêver à son malheur.